superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, Hunter Biden, qui est une victime, finalement. Non, ça c'est toi qui le dis. Hunter Biden est sûrement c'est très suivi par les républicains parce qu'évidemment on essaie de montrer que il est quelqu'un de malhonnête, ce Hunter Biden, et que il aurait pu entraîner son père dans toutes sortes de combines malhonnêtes, mais c'est un gars qui menait un très haut train de vie, un train de vie princier. Il y avait des escortes. Il se vautrait dans la drogue. Il allait dans des hôtels luxueux partout à travers le monde. Sans Il travailler. jouait en plus. Pas de travail, lui, là. Non, il attends, travaille pas. non. Il était consultant pour une firme ukrainienne ou sur laquelle de forage, si j'ai bonne, de pétrolière. Il était sur le conseil d'administration. Évidemment, tout le monde parlait ukrainien et pas lui, mais c'est un détail. Et puis, il travaillait aussi pour une entreprise chinoise. Il a été très, très bien payé, des millions de dollars. Et c'est là-dessus qu'il est en ce moment poursuivi encore plus, c'est que il y a 9 chefs d'accusation au total en Californie. C'est qu'il n'aurait pas payé tous ses impôts. Il devrait quelque chose comme 1,4 million de dollars à l'État de la Californie. Et évidemment, avec le train de vie qu'il avait, tu comprends, il lui restait plus beaucoup d'argent pour payer ses impôts. Mais bon, le fond du problème là-dedans, c'est évidemment la course à la présidence qui arrive, et c'est évidemment d'essayer d'entacher la réputation de Joe Biden à travers son fils Hunter Biden, et en même temps d'essayer de montrer que finalement ce que Trump a fait, c'est pas grand-chose. Ouais, mais il l'a fait, là. Hunter Biden, c'est un douchebag, là. C'est un parasite, c'est une mouche à marde, là. Il a rien généré, là. Il s'est accroché à son père pour avoir des contrats. Je pense que c'est un homme qui avait des problèmes d'alcool, c'est un problème qui avait des problèmes de drogue, des problèmes de dépendance sexuelle aussi de manière très évidente. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui, si tu veux, d'un côté, c'est quelqu'un qui fait un peu pitié, parce que je pense que les gens qui ont tous ces problèmes-là sont un peu malades, mais en même temps, t'as raison, dans la vie, il a rien fait. Il n'a rien fait de particulier. Il n'est pas workaholic, hein? Il est tout sauf workaholic. Non. C'est drôle, hein? C'est drôle, c'est dépendance, c'est juste le cul, l'argent, la dope, mais le travail, ça, il n'est pas là. Moi, je n'ai pas bien de sympathie. Surtout quand tu grandis dans la ouate comme ça et que tu pourrais faire tellement plus pour aider tes concitoyens de la société, puis tu préfères t'en mettre dans le nez puis te sortir la bisoune. Moi, j'ai zéro sympathie. Zéro. J'ai pas de la sympathie pour lui, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est malade. Puis si tu veux, je vais pas lui tomber dessus pour ça. Écoute, je pense pas qu'il ait fait de choses proprement malhonnêtes. Il a pas payé ses impôts. Les escortes, la dope, c'est légal? Non. Alors? Puis il y avait en plus un revolver. Et étant reconnu comme étant un drogué d'habitude, il n'y avait pas le droit d'avoir un revolver. Oui, c'est vrai, ce sont des crimes qu'il a commis à ce moment-là. Effectivement. Et il risque 17 ans de prison, hein. C'est pas rien. Qui y aille? Parce que le citoyen moyen irait. Alors, c'est pas parce que c'est le fils du président des États-Unis, qui d'ailleurs, à 81 ans, pense qu'il ressemble à Tom Cruise parce qu'il se met des lunettes aviateurs de soleil. C'est vraiment... Non, c'est le contraire. C'est Tom Cruise qui lui ressemble. Benoît, Excuse-moi, j'ai ça à l'envers. Surtout quand il court. Quand il court, Tom Cruise, c'est Joe Biden. C'est pareil. Mais il fait des cascades, Joe Biden. Tu l'as vu sur la scène. Ouais, mais il y a de la misère à s'en remettre. En descendant d'un avion et des cascades extraordinaires. Sur une scène. Le monde entier les suit, écoute. C'est tellement méchant ce qu'on dit, mais bref. Laisse ta place. Quand t'es rendu à plus être capable de te rendre à un micro, laisse la place. Sommet Chine-Union européenne, Loïc. Il y a un grand sommet en ce moment parce que les dirigeants européens sont en Chine et les dirigeants européens sont pas contents parce que ils trouvent que l'écart de la balance commerciale entre la Chine et les pays européens s'accentue. Année après année, et effectivement, la Chine exporte beaucoup plus en Europe que l'Europe n'exporte en Chine, et l'écart augmente.
Et les Européens commencent à en avoir assez, ils commencent à dire ça suffit là. Parce que vous, les Chinois, ce que vous dites pas, c'est que indirectement vous subventionnez vos produits. Par exemple, on sait que dans les grandes entreprises chinoises, on a coupé les salaires ces dernières années de moitié dans plusieurs entreprises. Wow. Parce que l'économie allait. Oui, essaie de faire ça ici aux États-Unis, au Canada, au Québec. Magali Picard était pas là, mon ami, OK? non. Elle t'aurait réglé ça. Oh, il aurait réglé ça vite. Mais c'est ça. Alors, c'est ce genre de société. Tu dis, écoutez, là, vous n'êtes pas une société de libre concurrence, et donc, vous pouvez pas vendre chez nous les produits qui sont produits avec la libre concurrence. C'est pas vrai que vous fonctionnez sur les mêmes critères que nous. Mais alors là, pas du tout. Et on en a assez. On en a assez. Et d'ailleurs, Madame Meloni, qui est la première ministre en Italie, a dit ça suffit. On faisait partie des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie. Vous avez acheté des ports en Italie, mais c'est des ports de mer, j'entends. Ouais. Et ce contrat arrive à échéance en mars. On ne le renouvellera plus parce que nous aussi, on a vu que en entrant dans les nouvelles routes de la soie, on n'a pas diminué l'écart de la balance commerciale entre l'Italie et la Chine. Ça a augmenté encore plus. On en a assez. Donc, on sort de ça. Alors, évidemment, les Chinois sont pas très contents. Il y a 140 pays qui font partie des nouvelles routes de la soie. Mais si les pays se commencent à sortir les uns après les autres des routes de la soie, ben, ça va faire mal, bien entendu, à l'économie chinoise. Mais c'est tout ça qui est en jeu en ce moment aussi. Ouais. Et l'Italie est la première à sortir de ça. Et l'Europe avertit qu'elle a plus de patience avec la Chine. Ouais. Et donc, la Chine, si elle ne peut pas écouler sa camelote, peut pas la consommer sur le marché local, elle va avoir des surprises, la Chine, là. Ben c'est comme je te dis, c'est que c'est pas une économie de libre marché du tout, la Chine. C'est ça. Et donc on peut pas. On a compris que pendant un certain nombre d'années, la Chine était un pays développé, mais en parité de pouvoir d'achat, la Chine est devenue la première économie du monde. Alors tu peux plus avoir les mêmes règles que tu avais quand tu étais un pays en voie de développement, quand tu es rendu le pays le plus développé, le plus riche au monde, un instant. Et c'est ça que les autres pays disent. Ah, ça suffit. Bon, grand débat à la COP 28, ce cirque. Mais il n'y a que des débats à la COP 28. Oui. Mais le grand débat, c'est... Attends, non, on débat, on parle, c'est d'abord important. Est-ce qu'on va sortir complètement des hydrocarbures ou alors est-ce qu'on va restreindre les hydrocarbures? Mais d'un point de vue scientifique, on n'est pas capable de remplacer complètement les hydrocarbures. Le plastique, les engrais, etc., on n'est pas capable de les remplacer en ce moment. Donc, on peut pas sortir pour de bon des hydrocarbures, même si effectivement, tout le monde dit qu'il faudrait en sortir rapidement. Mais il y a des pays qui disent non, nous, on veut même pas débattre de savoir si on va sortir ou si on va diminuer la production d'hydrocarbures. On veut pas en débattre du tout. Qui sont particulièrement les deux pays qui veulent pas en débattre? Je te le donne en mille. L'Inde et la Chine, qui produisent à eux deux près de 80% de tout le nouveau CO2 qu'on trouve dans l'atmosphère. Eux veulent même pas qu'on débatte de ça. Alors, ça augure bien, donc. Alors, comme d'habitude, ce qui va se produire, c'est que nous, les pays industrialisés, on va faire des grands sacrifices pour abaisser notre niveau de production de CO2 pour que les Chinois et les Indiens puissent en produire davantage. Parce que c'est ça qui se produit depuis des années. Le sultan avait quoi à dire là-dessus, lui, le président? Ben, le sultan, il t'offre des actions. Il est prêt à ce que tu achètes des actions, moi aussi, dans sa compagnie. Il est très ouvert à ça. Et lui dit, oui, mais écoutez, on peut pas en sortir, c'est ça. On peut pas en sortir immédiatement, peut-être, éventuellement. Puis la science, la science est tout croche face au changement climatique. Oui, ça vaut rien, la science. C'est incroyable. C'est sûr que c'est incroyable, effectivement. Un cirque. Ouais. Mais bon, écoutez, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Alors, on espère qu'au moins, il y a une certaine opinion publique qui va être sensibilisée à ça. En tout cas, il y a 80 000 personnes qui sont sensibilisées à ça, qui sont là-bas. Ça pollue très peu, ça. Et puis, je suis sûr qu'on avait besoin absolument d'avoir 80 000 personnes pour arriver à la décision à laquelle on va arriver bientôt, dans les prochains jours. On va discuter. Le geste qui s'est fait le plus souvent à la COP 28, c'est champagne. Champagne c'est ça, exactement. au changement climatique. Puis là, exactement, c'est ça. Exactement. Alors, ces candidats aux élections aux États-Unis vont dépenser combien, Loïc? Ça va monter à 26 milliards de dollars pour la campagne présidentielle qui arrive, puis encore plus dans les prochaines années. Et donc en quelques années, on est passé de 6 milliards de dollars qu'on dépensait à 26 milliards de dollars en publicité.
partout, à la télé, à la radio, dans les médias de toutes sortes, bien sûr sur Facebook, etc. Et ça devient dingue. Tout ça à cause d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a dit que non, il ne pouvait pas y avoir le plafond de dépenses électorales pour les gens, les tiers partis, les CPAC, etc., les gens qui voulaient investir de l'argent pour un candidat. Alors, ça dérègle complètement aussi tout le marché de la publicité parce que tu comprends bien que quand tu as autant d'argent à dépenser, face à un plus petit joueur, le petit joueur se dit, oui, mais moi, quand est-ce que je vais annoncer mon produit? Puis ça va me coûter combien? Parce que ça fait monter tous les prix, forcément. Et il y a plus de place pour les autres annonces. C'est complètement ridicule, cette histoire-là, ce qui est en train de se produire. Et en plus, comme c'était pas suffisant, on a un nouveau débat qui va arriver ici, qui est ici, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut qu'on permette à l'intelligence artificielle de faire entre guillemets, des campagnes électorales, avoir plus des robots dans les campagnes électorales? Ça va se régler, paraît-il, au mois d'août, mais on l'a déjà en ce moment. T'as des robots qui investissent, qui sont là dans les campagnes électorales. Et ça coûte très cher, tout ça, évidemment. Et c'est pas nécessairement pour le bien de la démocratie. Bientôt, des robots comme candidats. Ça serait intéressant. Mais ça existe déjà. Il y a des gens qui veulent que... Il y en a quelques-uns. Il y a des candidats humains qui ressemblent pas mal à des robots aussi. Loïc Tassé, merci. À lundi. Salut, à vendredi.